Marie-Antoinette voit le jour le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. Sa mère, Marie-Thérèse, stratège habile comme tout autre souverain de l'époque, utilise le mariage de sa fille pour servir ses desseins diplomatiques. Après des siècles de conflits, elle vise à réconcilier les maisons d'Autriche et de France. Le 17 avril 1770, Marie-Antoinette renonce donc officiellement à ses droits sur les couronnes relevant de la maison d'Autriche. 2 jours plus tard, à seulement 14 ans, elle est unie par procuration au futur roi de France, Louis XVI. 3 années plus tard, installée en France, Marie-Antoinette accède au trône en tant que reine. À son avènement, c'est une jeune femme plutôt frivole et charmante qui prend place sur le trône. Elle préfère les divertissements, s'épanouissant dans le théâtre, la comédie, les jeux, la danse et la chasse. Malgré ses inclinations, elle cherche à influencer la politique de la cour, pesant sur la nomination et le renvoi des ministres. Cependant, dès son arrivée, elle suscite jalousie et médisance parmi une partie de la cour. Son adaptation à cette nouvelle vie est difficile. De plus, son mariage avec le roi de France, loin d'être une idylle, relève plutôt d'un arrangement politique, avec toutes les conséquences émotionnelles et affectives que cela implique. Quant au peuple, pas de chance non plus. Il ressent une haine viscérale pour la jeune reine. Elle est considérée comme une étrangère. Dès lors, la reine devient la cible de chansons hostiles qui circulent de Paris jusqu'à Versailles. On s'amuse d'ouvrages satiriques, insultants et diffamatoires sur elle. On l'accuse d'avoir des amants et des maîtresses, de dilapider l'argent public. On la traite de nymphomane perverse et insatiable, de prostituée babylonienne étant aux prises d'une diabolique lubricité. Sa réputation est faite, et jamais elle ne parviendra à inverser la tendance. L'affaire du collier volé ternit encore un peu plus sa réputation, alors qu'elle est innocente dans cette histoire. Marie-Antoinette tente de trouver du réconfort auprès de ses 4 enfants. Mais là encore, le sort s'acharne sur elle, puisque 3 d'entre eux vont mourir dans leur enfance. En 1789 éclate la Révolution française. Toute la vie de Marie-Antoinette va plonger dans l'horreur. Elle sera confrontée au meurtre sauvage de personnes qu'elle aime, sera emprisonnée avec son mari, Louis XVI, qui sera finalement exécuté le 21 janvier 1793. Après le procès et l'exécution de Louis XVI, elle resta emprisonnée avec sa belle-sœur, Madame Élisabeth, ainsi que ses 2 enfants encore en vie, la princesse Marie-Thérèse, âgée de 14 ans, et Louis-Charles, âgé de 8 ans, qui fut reconnu par les royalistes en tant que Louis XVII, roi légitime de France. Que va-t-il se passer maintenant? Sera-t-elle épargnée? Va-t-elle croupir en prison toute sa vie? Et ses enfants, que vont-ils devenir? Bienvenue dans ce podcast où je vous narre le destin funeste de Marie-Antoinette. L'exécution de Louis XVI laissa la veuve du roi, Marie-Antoinette, accablée de chagrin. Tel un fantôme, elle hante sa chambre dans la tour du Temple, la prison-forteresse de Paris où elle et ses enfants sont détenus par le gouvernement révolutionnaire. L'ancienne reine parle à peine et mange rarement. Elle refuse même d'aller prendre l'air dans les jardins, car il faut pour cela passer devant le cabinet vide du roi, désormais douloureusement silencieux. Marie-Antoinette devient pâle et maladive pendant son emprisonnement, ses cheveux blanchissant prématurément à cause du stress. Et on ne l'appelle plus respectueusement Sa Majesté, mais la veuve Capet, ou plus simplement Antoinette Capet. Malgré son chagrin, la reine aurait des raisons de croire que le pire est passé en février 1793. La mort de Louis met un terme au flot continu d'avocats et de fonctionnaires qui viennent rencontrer l'ex-roi,
rendant aux prisonniers royaux une intimité dont ils ont grand besoin. Les gardiens de prison ne se soucient plus de surveiller les conversations privées, et Marie-Antoinette est même autorisée à commander une nouvelle robe noire pour pouvoir faire le deuil de son mari. Pendant un moment, il est même concevable que Marie-Antoinette et ses enfants aient l'espoir de recouvrer la liberté. Le sang royal a été nécessaire à la survie de la République, mais malgré sa réputation déshonorante, Marie-Antoinette n'a encore été accusée d'aucun crime, et son exécution n'est pas à l'ordre du jour de la Convention nationale. En effet, Louis XVI a été assuré avant sa propre mort qu'aucun mal ne serait fait à sa famille, une promesse qui est réitérée à Marie-Antoinette elle-même, à qui l'on dit que l'idée de son exécution est une horreur gratuite, contraire à la politique de la Révolution. Cependant, ces promesses sont faites au moment où la France est au sommet de sa puissance, repoussant les armées de la coalition en Allemagne et en Belgique. En un mois seulement, le vent tourne contre les Français. En février, la liste des ennemis de la France s'allonge pour inclure la Grande-Bretagne, l'Espagne et la République néerlandaise. Et le 18 mars, les Autrichiens remportent une victoire majeure, reprenant la Belgique pour leur empereur et contraignant les Français à se mettre sur la défensive. Le même mois, la brutale guerre de Vendée éclate, une rébellion catholique et royaliste reconnaissant le fils de Marie-Antoinette, Louis-Charles, âgé de 8 ans, comme le roi Louis XVII de France. Se sentant acculés, les dirigeants révolutionnaires se retournent contre leur propre louve autrichienne et ses descendants royaux. Robespierre exige que l'ancienne reine soit traduite devant le nouveau tribunal révolutionnaire pour y être jugée, rappelant à ses collègues qu'elle a déjà transmis des secrets militaires aux ennemis de la France et qu'elle ne doit pas rester impunie pour pouvoir profiter des fruits de sa trahison. Après l'établissement du comité de salut public le 6 avril, la République réprime la vieille noblesse, arrêtant des personnalités telles que le duc d'Orléans et le prince de Conti. La reine est soumise à des perquisitions nocturnes sporadiques dans ses appartements, et les Jacobins ordonnent de barricader ses fenêtres. Immédiatement, la position de la reine devient incertaine. Son neveu, François II, empereur du Saint-Empire romain germanique, n'est manifestement pas intéressé par la libération d'une tante qu'il n'a jamais rencontrée. Il rejette toute idée de rançon ou d'échange contre des prisonniers de guerre français de grande valeur. Et les récents succès militaires de l'Autriche signifient qu'il est peu probable qu'il accepte les demandes de paix de la France. Le général en chef de l'empereur en Belgique, le prince de Saxe-Cobourg, ne voit aucune raison stratégique de détourner des hommes et des ressources pour une tentative de sauvetage, alors qu'il a déjà mis les armées françaises en fuite. De plus, les fonctionnaires autrichiens hésitent à négocier avec les brigands révolutionnaires imprévisibles, craignant que toute tentative de discuter de la libération de Marie-Antoinette ne les incite à la traduire en justice. Les rebelles vendéens repoussent toutes les armées républicaines françaises envoyées contre eux, tandis que les principales villes françaises se soulèvent contre la domination jacobine dans le cadre des révoltes fédéralistes. Une fois de plus, les Jacobins frustrés tournent leurs pensées vers Marie-Antoinette, qui avait pris l'habitude d'asseoir son fils sur un coussin au bout de table pendant les repas. Les Jacobins y voient le signe que Marie-Antoinette reconnaît la prétention de Louis-Charles au trône. Dans la nuit du 3 juillet, des commissaires arrivent au temple et informent Marie-Antoinette qu'ils sont venus chercher son fils. Ils expliquent qu'ils ont découvert un complot visant à enlever le prince et qu'ils souhaitent seulement l'emmener dans une pièce plus sûre de la prison. Marie-Antoinette n'est pas dupe. Elle voit clair dans leurs mensonges et refuse d'abandonner son fils qui saute dans ses bras en pleurant. Pendant 1 heure, la reine refuse de se laisser influencer, même après que les commissaires aient abandonné leur faux-semblant et menacé de la tuer. Ce n'est que lorsqu'ils menacent de tuer sa fille à la place qu'elle finit par céder. Le petit Louis-Charles est emmené,
Il ne reverra plus jamais sa mère. Pendant les jours qui suivent, la famille est hantée par les sanglots incessants du garçon, audibles depuis la chambre où il a été emmené. Marie-Antoinette, désemparée, passe ses journées à surveiller le couloir de la prison depuis sa chambre, dans l'espoir désespéré d'apercevoir son fils lorsqu'on l'emmenait se promener dans les jardins. Les révolutionnaires avaient l'intention de rééduquer le jeune prince et d'effacer de son esprit toute prétention au royalisme. Malheureusement, ils confièrent son bien-être à la pire personne possible. Antoine Simon, à peine alphabétisé, était d'une cruauté sans nom et battait méchamment Louis-Charles chaque fois qu'il le voyait pleurer. Simon s'amusait avec les gardes à faire boire le garçon jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre et à lui apprendre à parler vulgairement. Autrefois enfant robuste et en bonne santé, Louis-Charles devint maladif pendant son emprisonnement et se blessa même accidentellement à l'entrejambe. En collaboration avec le journaliste ultra-radical Jacques-René Hébert, Simon utilisa la condition physique du garçon comme preuve qu'il avait été physiquement et sexuellement abusé par sa mère et par Madame Élisabeth. Hébert et Simon contraignit le garçon à signer une déclaration écrite selon laquelle sa mère lui avait infligé de tels sévices incestueux. La famille royale fut horrifiée et Marie-Thérèse et Madame Élisabeth rédigèrent leur propre déclaration dénonçant ces propos comme étant des mensonges. Le 1er août, à 2h du matin, un mois après l'enlèvement de Louis-Charles, les Jacobins tirent Marie-Antoinette de son sommeil et lui ordonnent de s'habiller. Après un adieu précipité à Marie-Thérèse, la reine est conduite sous escorte armée à la prison de la Conciergerie, un endroit humide et sombre, qui est souvent la dernière étape pour les prisonniers sur la route de la guillotine. Appelée par les gardes prisonnière 280, elle est surveillée en permanence. L'un des visiteurs de Marie-Antoinette, Alexandre de Rougeville, laisse tomber un œillet au pied de la reine. Lorsqu'elle le ramasse, elle découvre une note cachée parmi les pétales. Il contient les détails d'une mission de sauvetage, au cours de laquelle la reine serait emmenée dans un carrosse en direction de l'Allemagne. Mais le complot est dévoilé par l'un des gardes de la reine. À peu près à ce moment-là, le comité de sécurité publique se réunit pour décider du sort de la reine. La voix la plus forte pour son exécution vient d'Hébert, qui prétend parler au nom du peuple. Il déclare que la mort de la reine doit être une collaboration entre la ville de Paris et le tribunal révolutionnaire, liant concrètement le peuple au gouvernement par le sang qu'elle versera. « J'ai promis la tête d'Antoinette, déclare Hébert. J'irai la couper moi-même si l'on tarde à me la donner. » En fin de compte, le comité contrôlé par les Jacobins conclut un accord avec Hébert. La reine mourra pour apaiser le peuple, et les dirigeants des Girondins modérés seront exécutés au profit des Jacobins. Ainsi, le sort de la reine est scellé avant même qu'elle ne soit jugée. Dans la nuit du 12 octobre, Marie-Antoinette est à nouveau tirée de son sommeil et amenée devant le tribunal révolutionnaire pour être mise en accusation. Après avoir nié les faits qui lui étaient reprochés, elle a le droit d'être défendue par un avocat et est renvoyée dans sa cellule. Contrairement à Louis XVI, qui avait eu des semaines pour préparer sa défense, Marie-Antoinette n'a que quelques heures. Son avocat principal, Claude-François Chevaux-Lagarde, l'incite à écrire au tribunal et à demander 3 jours de plus pour se préparer. Elle le fait, mais sa demande reste sans réponse. Le procès de la reine s'ouvre le 14 octobre 1793. Encore pâle et maladive, vêtue de noir de veuve, l'apparition de la reine choque de nombreux spectateurs qui s'attendaient à voir la féroce louve autrichienne de la rumeur. Marie-Antoinette est présentée à la cour, puis on lui demande de s'asseoir à l'ouverture du procès qui commence par des heures d'un contre-interrogatoire éreintant de 40 témoins. Alors que le procès du roi s'appuyait sur des preuves solides,
notamment des documents signés. Les accusations portées contre Marie-Antoinette sont plus abstraites et reposent essentiellement sur des rumeurs et des oui-dire. Le premier témoin, un capitaine de la garde nationale de Versailles, parle de prétendues orgies d'ivrogne qu'il admet ne pas avoir vues de ses propres yeux, tandis qu'un autre témoin relate une rumeur sans fondement selon laquelle la reine aurait fait boire les gardes suisses avant l'assaut du palais des Tuileries. Lors du contre-interrogatoire, Marie-Antoinette répond à ces allégations par des réponses courtes et sans engagement. « Je ne me souviens pas. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. » Elle nie être celle qui avait convaincu son mari de fuir la France lors de la malheureuse fuite de Varennes en 1791, affirmant qu'elle n'avait jamais exercé un tel contrôle sur les décisions du roi. Une autre fois, l'accusation présente des documents prétendument signés par la reine. Lorsque Marie-Antoinette demande la date figurant sur les documents, il est révélé qu'ils ont été signés alors que Marie-Antoinette était déjà emprisonnée. Vu que l'accusation chancelait, Hébert décide qu'il est temps de révéler son accusation d'inceste. À cette accusation, la reine perd son sang-froid. « En avez-vous été témoin ?» lance-t-elle à Hébert, refusant de commenter davantage l'accusation. Lorsque le président du tribunal demande à Marie-Antoinette pourquoi elle avait refusé de répondre à la question, la reine répond « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation portée contre une mère. » Le procès se poursuit jusqu'à 23 heures, heure à laquelle il est ajourné pour la nuit. Il reprend à 8 heures le lendemain matin et se poursuit pendant 16 heures. Si certaines accusations sont plus fondées que d'autres, comme l'affirmation selon laquelle elle aurait transmis des secrets militaires aux ennemis de la France, la plupart des preuves sont pour le moins ténues. Marie-Antoinette a confiance en sa performance et pense que le pire scénario serait une condamnation à perpétuité. Elle ignore que son sort a été décidé depuis longtemps. À 4 heures du matin, le 16 octobre, elle est reconnue coupable des 3 principaux chefs d'accusation retenus contre elle. Conspiration avec des puissances étrangères, épuisement du trésor public et haute trahison en agissant contre la sécurité de l'État français. L'accusation demande et obtient la peine de mort. La reine est condamnée à être exécutée plus tard dans la journée. Au cours de ces dernières heures, Marie-Antoinette est autorisée à écrire. Dans une lettre à Madame Élisabeth, elle exprime son plus grand regret de devoir quitter ses enfants. « Vous savez que je n'ai vécu que pour eux et pour vous, ma chère et tendre sœur. » Elle écrit qu'elle rejoindra bientôt le frère de Madame Élisabeth, c'est-à-dire Louis XVI. Dans une autre lettre à ses enfants, Marie-Antoinette leur demande de veiller l'un sur l'autre, implorant Marie-Thérèse de pardonner les mensonges de Louis-Charles. Après avoir écrit ces lettres, Marie-Antoinette refuse de prendre son petit déjeuner, estimant que cette nourriture est inutile puisque, dit-elle, tout est fini pour moi. Elle est vêtue d'une simple robe blanche, les cheveux coupés et les mains liées. Ultime humiliation, Marie-Antoinette doit demander au bourreau la permission d'avoir brièvement les mains déliées pour pouvoir se soulager dans un coin. Lorsqu'elle atteint l'échafaud sur la place de la Révolution, elle rassemble ce qui lui reste de fierté et monte les marches. Après s'être excusée auprès du bourreau pour lui avoir accidentellement marché sur le pied, elle est guillotinée à 12h15, sous les acclamations d'une foule joyeuse. Avec sa mort, la France pense se libérer de sa louve autrichienne, de la Madame Déficit qui avait ruiné la nation tant sur le plan moral que financier. En contrepartie, la nation reçoit 10 longs mois de sang, car Marie-Antoinette n'est que l'une des premières victimes de premier plan du règne de la terreur. Marie-Thérèse, la fille de Marie-Antoinette, quitte la prison du Temple le 19 décembre 1795, jour de ses 17 ans. Elle est libre et en vie, ce qui ne sera pas le cas de Madame Élisabeth, qui sera guillotinée à son tour.
Quant au petit Louis, lui qui devait devenir le roi de France, il meurt de la tuberculose le 8 juin 1795, à l'âge de 10 ans, et après presque 3 ans de captivité. Il n'aura jamais revu sa mère, ni la liberté. Ce podcast était basé sur un texte de Harrison W. Mark, traduit par Babette et Thiev Cartwright. Nous l'avons adapté pour cette narration.